Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette conversation informelle à bâton rompu, ouverte, avec Iris Levasseur à mes côtés, qui est représentée par la galerie Odile Wiesmann. Vous voulez vous asseoir peut-être? Représentée par la galerie Odile Wiesmann au niveau haut, au stand A15. Donc comme j'en ai l'habitude, dans ce genre d'exercice, tout de suite, je vais te demander, Iris, on se tutoie, on se connaît depuis longtemps, je vais te demander si tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours. Donc tu es né à Paris en 72, école des Beaux-Arts, de quel endroit? Où est-ce que tu as fait l'école des Beaux-Arts? École des Beaux-Arts, école des Arts décoratifs en même temps, ouais, à Paris. À Paris. Voilà. C'était en quelle année quand tu y es rentré? Oh, c'est pas si vieux. Non, pas si vieux. Enfin, si. En 96, je crois que j'ai dû faire 96, 99. Et tu étais dans quel atelier? J'étais chez Jean-Michel Alberola et un petit peu aussi chez Pierre Buraglio. Chez Pierre Buraglio. Voilà. Donc tu en sors en 2000. J'ai dû sortir en. Voilà, c'est ça, 2000. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu as appris à l'école des Beaux-Arts? C'est une question piège parce qu'en plus, Iris Levasseur, pour ceux qui ne le sauraient pas, est professeur à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Donc je lui pose la question la plus piège qui soit à un professeur. Non, alors c'est pas un apprentissage. En fait, on apprend à se poser des questions et à ouvrir les questions. Donc la peinture ou le dessin comme une question. Voilà, une série de questions. Qu'est-ce que l'espace? Qu'est-ce que la figure? Voilà, une série. Qu'est-ce que la ligne? Qu'est-ce que des grandes questions en fait. Est-ce que dans la façon dont tu me réponds, dont tu réponds, finalement, ça veut dire que quand tu enseignes, tu as la même préoccupation? Non, parce que je pense que l'époque a changé. La structure des écoles ont aussi changé. À l'époque où j'ai fait les arts déco et les beaux-arts, c'était beaucoup plus libre en fait. On était vraiment en électron libre, on faisait ce qu'on voulait. Il y avait pas on n'était pas à l'ère de l'Europe, il n'y avait pas les ECTS, les crédits, enfin, c'était pas fliqué, on était tranquille, on faisait vraiment ce qu'on voulait de la première année à la dernière année. C'était mieux ou c'était moins bien? C'était pas la même époque. Encore une fois, ça correspond pas non plus. Quand je suis sortie, c'était pas non plus un moment où il y avait des galeries, où c'était comme aujourd'hui où il y a autant de galeries, autant de foires. On se disait pas tiens, je vais sortir, je vais aller dans une galerie. Ça nous venait même pas à l'esprit. Donc c'était une époque. Enfin, quand même, il n'y a que 14-15 ans. Là, j'ai des étudiants qui ont très vite envie, ils ont envie de ça. D'accord, oui, c'est vrai que la dynamique a changé. Il n'y a pas la même dynamique. Donc, je pense que ça allait aussi, c'était en phase avec ça. D'accord. Voilà. Okay. Là, moi, je pense qu'avec mes étudiants, je fais beaucoup plus attention à l'extérieur. C'est-à-dire que je les prépare aussi à sortir et à faire que ils soient autonomes au moment l'autonomie de l'étudiant à la sortie de l'école. Ça qui compte pour moi, c'est qu'il n'ait aucun regret et qu'il puisse faire des choses quoi qu'il fasse. D'accord. Avec ce bagage-là. Qu'il puisse être professionnalisé en quelque sorte. Tout. Enfin, je veux dire, j'ai pas je projette pas sur mes étudiants. Il y en a certains qui seront artistes, d'autres qui tiendront une boutique de design. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tout ce qu'ils auront appris servira à ça. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. En amont, comme ça, de parler de ton travail, on va y venir, évidemment. Il défile derrière nous pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Toi, tu as fait l'école des Beaux-Arts et tu enseignes à l'école des arts décoratifs. What difference, comme on dit en anglais? Alors, j'ai fait les études dans les deux. Oui, c'est vrai que tu as fait les études dans les deux. Donc, tu vois, voilà, après, je serais très... Où est la différence, malgré tout? Puisque tu es très experte par rapport aux écoles. Si on regarde les gens qui sont sortis, il n'y a pas de différence, parce que Henri Salak, Claude Kloski, enfin, aux Arts Déco, il y a beaucoup d'artistes, sur le domaine artistique. Hein. Mais après, c'est vrai qu'à l'école nationale des Arts Déco, on forme des designers, des graphistes, des architectes d'intérieur, des stylistes,
styliste. Donc il y a vraiment un mélange art et art appliqué qui, à mon sens, aujourd'hui est fondamental. C'est-à-dire que je crois que cette scission à Paris des deux grandes écoles, pour moi, est complètement obsolète, vieillotte, obsolète. Enfin, n'a plus de sens en tout cas. Donc elle perdure, je crois, pour des raisons de pratique. Mais voilà, donc les deux écoles se valent. D'accord. Alors, tu le disais, tu as fréquenté l'atelier d'Albert Rolla. On va dire qu'il est d'abord peintre, peut-être. Enfin, peut-être, ou alors, à la fin, il est peintre. C'est peut-être un peu compliqué avec Albert Rolla. Allez voir l'exposition au Palais de Tokyo, elle est remarquable. En tout cas, il se revendique beaucoup aussi comme peintre. Et puis, ensuite, tu as dit que tu étais à l'atelier de Buraglio. Peut-être, lui, le dessin est assez dominant dans sa démarche. Toi, quand tu étais à l'école des Beaux-Arts, c'était dans un objectif plus d'apprendre la peinture, parce que tu pensais devenir peintre, ou est-ce que tu faisais pas de dichotomie entre peinture et dessin? Comment tu abordais la chose? Alors pour le choix de l'atelier, je dirais que ça s'est fait avant de rentrer aux Beaux-Arts. J'ai rencontré par hasard Jean-Michel Alberola, on a discuté. Et c'était d'ailleurs une discussion qui n'avait rien à voir avec la peinture, c'était sur Marcel Mauss et le potelage. Oui, ça ne m'étonne pas de Jean-Michel. Et à ce moment-là, il m'a dit, écoutez, si vous avez envie, venez me voir à l'atelier. Et donc c'était une vraie rencontre plutôt sur des centres d'intérêt. Ce qui est très curieux, c'est que je ne connaissais pas l'école. Et je pourrais dire qu'à ma sortie, je me suis rendu compte que finalement, c'était le seul atelier où j'aurais pu me sentir bien. Donc les rencontres de la vie, parfois, sont très curieuses. Et à cette époque-là, il y avait encore un fantasme sur la peinture gestuelle, physique, virile, peu distanciée. Et c'est vrai que Jean-Michel était un des rares aux Beaux-Arts à avoir une position peut-être plus cérébrale, plus littéraire aussi, et ça correspondait exactement à ce que je voulais faire. Et il y avait encore beaucoup de misogynie bête d'ailleurs à ce moment-là, et là j'étais un peu plus protégée de ça. Est-ce que la peinture était considérée, ou est-ce qu'elle était tenue un peu à l'écart? Elle était un petit peu pour les étudiants un peu plus ringards quand même, faut bien le dire, et donc c'était pas les ateliers d'avant-garde, hein, ça c'est sûr. Alors, encore pour terminer cette période-là, au diplôme, qu'est-ce que tu as présenté comme type de travail? Alors c'était un diplôme un peu particulier, parce que juste à ce moment-là, il y avait Alfred Pacman qui avait organisé une expo à Castello di Rivoli, qui est un musée extraordinaire à Turin, et il se trouvait que j'avais l'ensemble de mes pièces qui étaient là-bas. Quel type de pièce? Ça s'appelait un corps sans organe, et en fait j'avais fait un immense mur. Matériellement, c'était peinture, dessin? 200 pièces de dessin sur toile. De dessin sur toile? Voilà, de dessin sur toile. Fait avec quel outil? Avec c'était compliqué, c'était du stylo bic. Oh, c'est pas très compliqué, donc. Non, mais ça me fait rire, parce que là, il y a un curateur qui m'a demandé si j'en faisais. Je lui ai dit, j'avais oublié. T'avais oublié. Donc voilà, le diplôme, en fait, était surtout là-bas. Et donc, j'ai présenté une série d'offrandes, en fait. D'offrandes? Voilà, d'offrandes. Donc c'était toujours sur cette histoire de potelage. 5 ans après, j'étais encore... D'accord, ok. Alors, tu es présente ici dans le cadre de Drawing Now, évidemment avec du dessin. Le dessin... quelle place cela occupe-t-il dans ton travail, disons, depuis que tu es sorti de l'école, depuis que tu es dans ce monde de l'art? Quelle place cela il occupe? Alors, je pense qu'il a toujours occupé une place centrale, c'est-à-dire que dès 8-10 ans, je me suis mise au dessin et je n'ai fait que ça. Au point où même ma mère s'est demandé si je n'étais pas un peu limitée. Donc c'est vraiment un mode de fonctionnement pour moi, comme de parler. D'ailleurs, je parlais pas beaucoup à l'époque. Et c'est vrai que ça n'a pas bougé. Donc le dessin, ça reste la colonne vertébrale chez moi. Il y a la peinture qui me demande beaucoup plus d'efforts. Le dessin, j'ai pas d'effort. Si je veux dessiner, c'est pas compliqué. La peinture, c'est compliqué. Mais comment ça se partage dans le temps du travail, le dessin, la peinture? Je dirais que le dessin, il est tout le temps. C'est-à-dire que quand je regarde les gens, je les dessine, même si j'ai pas de crayon, je suis obsessionnellement en train de faire des contours. Donc, parce que le dessin, voilà. C'est le contour? Oui, pour moi, c'est le trait.
Oui, oui, oui. Alors, il y a 1000 manières d'engager le dessin, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai un peu tout traversé. On peut le faire que par la lumière, on peut le faire que par des valeurs, mais pour moi, ça reste le trait. Voilà. Moi, je suis encore très 15e T'es siècle. vieille école. Je suis très vieille école. Ouais, voilà. Et Donc, c'est faire les... Voilà, c'est regarder, je regardais tout à l'heure le canapé, c'est regarder comment c'est construit. donc le dessin, c'est la forme. Oui. 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 D'accord. Non, mais j'aime bien chercher quelle est Oui. la façon dont les artistes le pensent. Oui, il y a vraiment des gens qui ne voient que les lumières. Par exemple, moi, je ne suis pas spécialement intéressée par la lumière, voilà. C'est-à-dire que c'est son rapport à l'espace, c'est le rapport Non. de la forme dans l'espace. Ça m'intéresse aussi, non, c'est vraiment le trait. Le trait, c'est de voir comment un visage, chaque Attention, elle est en train de dessiner là. Hein. Vas-y, continue, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je pense que vraiment les représentations qui pour moi m'intriguent le plus, c'est Dürer, Altdorfer, c'est ces graveurs du 15e siècle, 14e. Alors, si on reprend un peu la chronologie, on ne va pas la reprendre en entier, parce que ce serait un long débat, enfin une longue route en tout cas. On a vu passer à l'écran, certainement, au début, ben voilà, ça va arriver maintenant, une série dont je voudrais que tu nous parles, parce que je crois qu'elle est assez importante par rapport au dessin, en matière de fondation. Mais tu me corriges hein, si jamais je m'aventure maladroitement sur le terrain. C'est cette série que tu appelles Quelques vies de la tarentule, et qui est adossé en quelque sorte à ce livre d'une écrivaine américaine, Kathy Acker, hein, publié en 73 si j'ai bonne mémoire, et qui s'appelle La vie enfantine de la tarentule noire. La vie enfantine de la tarentule noire. Et ça avait donné, d'ailleurs on les avait vus, ici même, dans ce lieu, dans un carreau du Temple. Non, il n'y a pas 10 ans, il y a 7 ans, 2009. Oui, en 2009. C'était la 3e année de Drawing Now, à la galerie Odile Huisman. Tu avais déjà exposé toute une série de cette vie de la tarentule. Et c'est une production, enfin une série assez importante, et qui rentre dans le cadre vraiment sériel. Donc, tu peux nous parler un peu de cette production-là qui remonte à 7 ans et puis on va avancer dans le temps. Oui, parce qu'elle n'est pas vraiment terminée. Hein. Elle est scindée en 2 parties, des tout petits dessins, moitié de A4, et puis des grands formats. Et les petits dessins sont faits vraiment comme, je dirais, je ne saurais pas comment expliquer ça, mais je pars de la feuille vide, je dérape, et c'est le trait qui va entraîner une forme, qui va me faire basculer sur quelque chose, et au fur et à mesure, comme celui-là, là, ça va construire une figure, un espace, je vais gommer, enfin, je laisse place au hasard, et c'est le hasard qui va entraîner une forme, voilà. Et de ces petits dessins, après, j'ai construit des grands dessins, voilà. Et, ah oui, il y a une gradation comme ça. D'accord. Oui, les petits ont donné lieu à des plus grands. Après, c'est vrai que ce qui est extraordinaire dans le dessin, c'est l'économie de moyens. C'est-à-dire qu'avec juste un crayon à papier et un tout petit bout de feuille, on peut arriver à quelque chose d'assez conséquent. Et c'est ça que j'aime, c'est cette simplicité du dessin. J'avoue que j'ai un faible pour... alors, peut-être un dessin qui est un peu austère et dur, hein, parce qu'il n'est pas pas forcément charmant, mais il est vraiment au plus proche de ce qui se passe dans le cerveau, parce que c'est comme si on essayait d'empêcher tout contrôle. Mais pour rester sur cette série de la tarentule, comme on les voyait passer tout à l'heure à l'écran, quel est le rapport avec le texte de Kathy Acker ? Alors le rapport, c'est que c'était une auteure punk assez étonnante qui s'est permis de copier tout le monde, Jean Genet, Dickens, qui avait à la fois une grande culture, mais qui en même temps avec cette culture-là était capable de rire et de se la réapproprier sans y mettre les formes. Et j'aimais bien que dans les petits dessins, quand on est seul à l'atelier, de toute manière, on est toujours en dialogue avec d'autres artistes. Donc moi, soit Autodix, Beckman, tous les grands dessinateurs. Donc j'aimais bien cette idée de rencontre et le fait de se dire que tout vous appartient, tout est à portée de main, on en fait ce qu'on veut, on peut se les approprier. C'est ça qui me plaisait dans cette posture. Le fait qu'elle n'est pas remerciée et que tout d'un coup elle se dit je m'en fous, de toute manière je vais faire ce que je veux.
Voilà, et ça c'était assez étonnant. Alors là, évidemment, ça fait un peu scandale ces livres, mais moi c'était une manière de dire allez, j'y vais sans. Et de convoquer donc toutes ces références dont tu te nourris en permanence. Une manière très c'était une digestion. Voilà, on pourrait dire que c'est une grosse digestion, et c'est vrai que c'est. Mais alors cette digestion, c'était pour évacuer ces références dans ton esprit? Pour les avoir traversées une fois pour toutes, les avoir épuisées? Je pense que certaines, je les ai épuisées. Je me rends compte, alors en vieillissant, qu'en fait, c'est les références où on les brûle, peut-être parfois, et après on va revenir 10 ans, 15 ans après, mais de manière différente. Ouais. Mais que je crois pas qu'on... Enfin, peut-être certains artistes arrivent à se construire à partir de rien, c'est pas mon cas. Moi, j'ai eu besoin de traverser plusieurs personnes, et ça reste fondamental pour moi. Je crois que l'histoire de l'art est quand même un dialogue, qu'on dialogue avec des gens qui ne sont plus là. Et comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout se transforme. Et en littérature aussi, il y a de ça. Donc c'est un mode de création assez naturel. Alors, passer les dessins, la série des Tarentules, de Quelques vies de la Tarentule, dont les formats étaient, comme tu l'as dit, d'abord des petits formats qui donnent naissance à des moyens formats, parce que ce n'est pas des formats très grands, c'est à peu près 90 par 50. 120, 120. 120. Il y en avait des en 120, oui, c'est vrai. Donc pas très grand. Puis est arrivé, moi je me souviens bien, puisqu'on se connaît bien et que je suis ton travail depuis ce temps-là, est arrivé de très grands dessins. Alors évidemment, il y a eu, là on parle de dessin, mais il y avait le travail de la peinture qui s'est donné dans des grands formats, eux aussi. Mais c'est vrai que il y a eu toute cette série, par exemple, de figures gisantes, donc des figures qui posent comme ça sur des espèces de socles en gradin. Et ça, c'était des dessins de très grand format, avec des paysages architecturés. Comment ils étaient advenus dans le travail? Est-ce que c'est la peinture qui les a entraînés dans ce format? Ça, je ne pourrais pas dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est advenu à un moment donné où j'avais mon atelier à Pantin, à côté des voies ferrées, à la Cernam, et que c'était les paysages que je voyais tous les jours, et que j'ai fait les gens de mon entourage à ce moment-là, et que c'est souvent l'extérieur qui finalement construit mon travail. Donc après, les histoires de taille, les gens m'ont souvent posé les questions, parce que moi, quand je fais, je ne me pose pas la question. Et j'ai jamais trouvé de solution. Tu veux dire que c'est le produit d'une nécessité? J'aime bien être englobée. Alors on parle de travaux, par exemple John Mitchell ou des gens comme ça. C'est vrai que j'ai un faible pour les œuvres. C'est pour ça que j'ai été d'ailleurs à un moment donné étudiée aux États-Unis, à Chicago. J'aime être confrontée à des œuvres qui sont comme des champs. Et je m'intéresse à l'humain. Et donc je me suis retrouvée avec des humains gigantesques. Mais pas par volonté de faire des géants, mais juste parce que j'avais envie d'être englobé dans un champ. Voilà. Ça, c'est difficile à expliquer. Voilà. Pas du tout pour... parce qu'il faut bien voir aussi que c'est compliqué de faire des grandes figures, ça prend du temps. Donc les petits... C'est loin de toute économie facile. Alors, c'est pas dans une économie facile, il n'y a rien d'intéressant au fond. Oui, oui. Mais alors, les petits permettent de contrebalancer, parce qu'il y a une légèreté dans un petit. Je pense au suivant, celui-là ou au suivant, qui sont des pièces qui demandent... Voilà, par exemple. Voilà, celui-là a beaucoup de... C'est des pièces qui font très peur, parce que c'est à la pierre noire. Combien c'est de large, en gros? C'est 4 mètres. 4 mètres. Voilà, donc on ne peut pas avoir de repenti. C'est un petit peu compliqué, ces pièces-là. Mais c'est quoi? C'est un défi que tu te lances? Oui, je pense qu'à chaque fois, je ne savais pas si j'y arriverais au bout. Voilà, donc il y avait vraiment... parfois, je pense au sport quand je l'ai fait. Je me dis que c'est la même chose que quand on va, j'imagine, faire un sommet où on ne sait pas si on va redescendre avant. Voilà, il y a vraiment un truc comme ça. Une mise en danger. Il y a vraiment une mise en danger. Alors, c'est assez bizarre parce qu'il y a de la souffrance, mais ça me plaît quand même. Donc, voilà, sinon j'aurais arrêté. Hein. Oui, je suppose. Oui. Et alors, c'est un travail qui se fait... quels sont les outils que tu utilises là, dans ce cas-là? Parce qu'il y a eu le crayon, et tu as dit la pierre noire. La pierre noire. C'est vrai qu'à l'atelier, j'avais l'habitude de... Je voulais que rien ne coûte cher et donc jamais m'embêter avec le matériel. Et aussi, je n'aime pas cette idée de passer des heures à choisir du matériel. C'est un truc qui me... Donc,
Encore faut-il qu'ils te conviennent. Ben oui, donc j'ai travaillé beaucoup avec des matériaux très mauvaise qualité. Et là, je commence à m'embourgeoiser et aller choisir des vrais papiers, des vrais crayons. Mais avant, celle-là, je l'ai faite qu'avec des crayons achetés au supermarché. Voilà, donc j'étais vraiment dans du matériel bas de gamme, quoi. Et au fur et à mesure, j'ai compris que ça pouvait aider. Pour revenir à l'image précédente, c'est-à-dire ces personnages masculins avec des capuches et tout cela, je crois qu'il y a quand même une chose qui est importante à préciser, c'est le protocole du travail. Parce que avant le dessin, il y a tout un travail que tu fais qui est très important, qui est la fabrication, je dirais, de l'image qui va devenir modèle. Oui. On est bien d'accord. Donc tu pourrais peut-être un peu expliquer ce qui t'intéresse dans cette façon de faire poser des modèles vivants dans ton atelier, de les inviter à faire des mouvements ou les laisser libres. Toi, tu les photographies. Après, explique un petit peu le mécanisme. Là. C'est exactement ça. Alors, je ne dessine que des gens que je connais très bien et c'est vraiment une histoire. Ça raconte un peu l'histoire qui se passe avec ces gens-là. Donc ça suit un peu mon histoire en fait. Je pense à Tournier qui avait fait Journal Extime où il y a vraiment un ordre c'est une forme d'intimité, voilà. Alors après, peut-être que c'est aussi une manière de digérer des histoires, de les mettre à distance. Mais c'est des gens... Alors souvent, j'ai des photos d'eux sur 10 ans, 15 ans. Maintenant, c'est des gens que je suis, puisqu'ils sont dans mon entourage. J'ai beaucoup de mal à dessiner les gens que je ne connais pas. Voilà, d'abord parce que je passe beaucoup de temps. Et puis il faut que ça ait un sens, pour moi. Il faut que vraiment les choses aient un sens. Alors ces gens-là, donc tu les fais venir à l'atelier ? Non, c'est souvent des gens qui sont très proches de toi. Ça a été mes voisins d'atelier, ça a été oui, c'est des gens qui forcément viennent me voir. Par exemple, si on regarde ce dessin qui passe, c'était quelqu'un qui était juste à côté de moi, donc voilà, c'était quelqu'un de proche. Comment se passe la séance de prise de photos ? Tu leur demandes de prendre des pauses ? Non, je crois que c'était par rapport à un moment de vie qui correspondait à un moment compliqué pour cette personne, et je me suis dit tiens, on va voir ce que cet état d'âme peut donner dans un paysage de décombres. On a été sur les voies de la SNCF qui sont pas permises au public et on a fait toute une série de photos, mais c'est un moment, c'est un vrai moment quand ça se passe. C'est pas, j'ai jamais fait de photos comme on pourrait dire des photos cadrées. Mais tu voles pas des photos dans la rue de personnages qui t'offrent des visages ou des postures? Alors ça, je fais ça en parallèle. C'est-à-dire que souvent la nuit, alors beaucoup avant parce que j'habitais Gare du Nord, et là je photographiais beaucoup les gens la nuit. Et parfois, après, je me disais, tiens, cette pose-là, elle est vraiment intéressante. Et c'est vrai que ce qui me perturbait le plus, alors parce que tu as fait un talk il n'y a pas longtemps, et on parlait de verticalité, d'horizontalité. Alors c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup Hodler, mais je crois que tout le questionnement de mon travail, c'est sur ça. C'est pourquoi on est à la verticale, qu'est-ce qui se passe quand on est à la horizontale. Et ça, c'est une obsession très forte. Alors après, quand j'en suis venue au miroir, j'ai eu aussi cette problématique de qu'est-ce que fait un miroir sur l'horizontalité ou sur la verticalité. C'est des questions toutes simples. C'est une figure et un espace. C'est tout. Alors, c'est pas très... C'est tout, mais c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Mais c'est aussi simple que ça, en fait. La question est aussi simple que ça. Le problème, c'est l'inscription du corps dans l'espace. Voilà. Fondamentalement. Et c'est pour ça que Malevich est si génial, c'est parce que il résume ça. On le voit bien dans son travail, c'est une problématique de verticalité, d'horizontale. Pourquoi un humain est à la verticale? Voilà. C'est peut-être une question un peu métaphysique, mais elle reste, je pense qu'elle peut construire une vie de travail. Alors, par rapport à ta présence là dans ces jours de Drawing Now, on peut voir à la galerie Odile Huisman, stand A15, tout un ensemble de dessins de petits formats, des techniques variées, qui, pour ceux qui connaissent son travail, c'est mon cas bien entendu, ont été un peu surpris dans une espèce d'ouverture iconographique par rapport donc à des sujets nouveaux. Par exemple,
disais que tu ne pouvais dessiner que des gens que tu connais, à ceci près que j'ai failli te couper en te disant, mais je crois que là-haut, il y a 3 dessins qui représentent un ange. Ouais. Qui marche sur des béquilles. Donc je ne pense pas que tu aies jamais rencontré cet ange qui marche sur des béquilles. Mais j'ai acheté des béquilles pour faire poser mon fils. T'as acheté des béquilles? Ah oui, d'accord. C'est pas des béquilles, c'est des échasses. Des échasses, merci, excuse-moi, des échasses. Ah oui, t'as fait. Ah, t'as acheté des béquilles et t'as fait poser ton fils. D'accord. Ah bah ça, moi ça sert à ça, un fils. Et donc, oui, mais enfin, en deçà, je crois qu'il y a une autre image quand même plus importante. Non, peut-être pas plus importante que ton fils. De la logique de cette série-là. Oui, dans cette série de l'ange. Mais c'est bon. Alors, je fais aussi en fonction du lieu où j'habite, et c'est vrai que à chaque fois, donc les déménagements sont compliqués pour moi. Donc avant, j'étais assez nourrie entre Gare du Nord et puis cette zone la zone industrielle de Pantin. Et là, j'ai déménagé à la lisière entre Arcueil et Bagneux. Et je crois que c'est toujours pas des voies de chemin de fer. Hein, oui. C'est toujours pas des... J'avais jamais pensé. Mais le pire, c'est que c'est vrai. C'est pas mal, parce que même quand j'étais petite, j'étais sur... Ah bon. Donc, je sais pas. Donc, et ce qui m'a le plus marqué, c'était la guerre sous-jacente, la violence qu'il pouvait avoir à Bagneux par rapport au conflit qu'il y a actuellement. Et on en parlait régulièrement. Je revenais, je me disais, c'était sidérant ce que je pouvais voir à Bagneux. Et là, j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux images de conflit, à aller sur Internet, à regarder les comptes Twitter des gens qui étaient sur les fronts. Et c'est une série qui a été très longue à réaliser parce que j'ai eu besoin de m'approprier, et même les gens, je les connaissais, c'est-à-dire que j'ai une connaissance assez approfondie des acteurs du conflit là-bas, parce que j'ai besoin vraiment de rentrer précisément, de m'immerger. Et donc j'ai fait cette série d'après ça, et après il a fallu que je prenne de la distance, parce que je me suis dit, si je garde ces images tellement fortes que j'ai réussi à trouver sur des comptes Twitter, des gens qui se prenaient là-bas sur les champs de bataille, je me suis dit, je vais droit à la catastrophe, quoi. Ah, tu vas droit à l'illustration. Je vais droit à l'illustration, et surtout, intellectuellement, ça me convenait pas du tout. Ouais. Je me disais que c'était à la fois tellement fort, tellement fascinant, qu'il fallait que je trouve une solution pour mettre une distance. Voilà. Et ça a été très compliqué. Et alors donc, sur le stand là, d'Louise Mann, il y a toute une série d'images. Alors, je faisais allusion notamment à cette figure de l'ange qui est sur les béquilles, mais qui aussi émane d'une gravure de Dürer. Oui, alors, mais ça rejoint plus mon ancien travail. C'est-à-dire que même quand je travaille avec des proches sur des poses, il m'arrive de leur montrer des choses de Dürer, d'Aldorfer, de remonter loin dans le temps. Donc ça fait longtemps que je regarde beaucoup les estampes du XVe siècle, et des choses pas forcément de grande importance. Mais j'aime bien les codifications d'images. Ça, je m'intéresse beaucoup à la construction des images. Et là, cet ange, il était assez... c'était une gravure, comme toutes les gravures du Dürer, on peut les fouiller pendant des heures. Mais il était particulièrement intéressant parce que, en train de monter sur des échasses, et je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et donc, en cherchant, je me suis rendu compte que Dürer l'avait lui-même copié sur un autre graveur qui s'appelait Aldorfer, qui lui-même l'avait pris sur des enluminures du Moyen-Âge. Donc, c'est assez curieux quand même. Ouais, d'accord. Donc, toute une histoire de rebond comme ça. Et j'ai mis longtemps à trouver, vraiment longtemps. Oui. Mais alors, dans cet ensemble de dessins, il y a aussi, par exemple, une série, une sorte de main qui dégouline. Qu'est-ce que c'est que cette alors, figure, la main qui dégouline, c'est une main qui est issue de mes modèles. Donc, c'est la modèle du fond qui avait posé comme ça. Et puis, en fouillant dans les images, je me suis rendu compte que ça me faisait penser au sablier, au temps qui passe. Donc, je l'ai transformé en une sorte de mesure de temps. Il y avait l'ange qui, pour moi, accélère le temps, comme un enfant qui voudrait devenir adulte très rapidement, qui voudrait accélérer le temps. Et pour moi, il y a le temps du sablier qui coule entre les mains. Voilà. Et là, par exemple, si j'ai bonne mémoire des images qu'on voit sur le stand, ces images de main ne sont qu'à l'aquarelle, toutes, ou je me trompe?
Alors c'est des mélanges de pierre noire et d'aquarelle, ouais. Et pourquoi l'usage là de l'aquarelle, par exemple? Alors, plutôt que simplement la pierre noire ou le crayon uniquement. Oh, alors c'est vraiment un hasard. Là. Non, j'en ai fait plein. J'ai fait qu'au crayon, puis après j'ai commencé à mettre de l'aquarelle, et après vraiment il n'y a pas de, là il n'y a pas de règle. Mais par exemple pour les migrants, il y a une série de petits migrants d'aquarelle, des petits migrants de petites figures avec des mains et des oiseaux. Alors c'est quoi ça? La série des migrants, elle est un peu particulière parce que je voulais pas que ça soit nostalgique. Ouais. Et je voulais que ça soit... parce que j'ai beaucoup... Alors, je collectionnais des images de migrants traversant les frontières, de migrants attendant, avec des sacs à dos. Donc pendant un moment, j'ai pensé représenter juste des hommes au sac à dos. Je n'ai pas dit que je ne le fasse pas, hein. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut arriver à faire une translation. Et la translation que j'ai trouvée, c'est une main avec un oiseau qui s'en va. Le problème des oiseaux, c'est qu'il ne faut pas que ça fasse muséum d'histoire naturelle, il ne faut pas que ça soit un peu trop tragique, ni figé, donc en tout cas pas musée. Et donc là, la couleur, elle m'a permis de rendre chaque oiseau différent, de rendre chaque main différente, et à la rigueur d'aller vers des choses étranges. Ça peut être une main bleue, ou voilà, j'avais besoin de cette diversité. Parce que d'ailleurs, quand on regarde les images des migrants, ce qui me frappait beaucoup, c'est bizarrement toutes les marques de sacs à dos, de par-dessus colorés. C'est très, très étonnant. Je pensais à tous les ensembles d'oiseaux qui bougent. Il y a de ça, hein. C'est vraiment là, c'est des déplacements massifs comme ça. Oui, c'est presque animal. C'est très curieux les images qu'on a de ça. Mais il y a une part de recherche symbolique en quelque sorte dans ces figures d'oiseaux. Alors moi, je suis rarement dans le symbolisme, mais c'était plutôt de trouver une solution. Alors là, j'étais vraiment face à un problème. Je me suis dit, il faut que j'arrive à représenter cette idée, parce que je pense que de plus en plus, on va être confronté à des déplacements de population. Et je ne crois pas avoir encore trouvé la forme exacte, mais je cherche autour d'une idée. Donc il y a une idée, et après je tourne. Je vais tourner jusqu'à peut-être que demain, je ferai une série d'hommes avec des sacs à dos. Je sais pas. Ce que je veux, c'est que je ne veux pas coller à la photo de reportage qui, de toute manière, est déjà très réussie. J'ai vu des choses extrêmement fortes. Il faut trouver d'autres types de représentations. Le souci, au regard de l'iconographie dont tu nous parles, à savoir quand tu fais allusion à ces personnages dans le monde de Pantin, des voies ferrées et tout ça, et là maintenant des migrants, le souci c'est témoigner de notre temps? Ah non, je ne me pose pas la question comme ça, c'est plutôt d'être là. C'est bien une façon de dire que je suis là. Voilà, je suis là à un moment donné. Oui, je suis là à un moment donné. Donc, parce qu'on en discutait avec Marc Donadieu qui me disait que c'était bien parce qu'il n'y avait pas de nostalgie justement. Alors j'ai pas de nostalgie. Je disais à juste titre que pour une femme c'était assez dur d'avoir de la nostalgie. J'ai pas de nostalgie d'époque. Je suis très contente d'être maintenant, mais je suis juste là ici et maintenant. Je vis les choses, voilà. Donc si demain, je me posais la question de savoir, c'est parce que il y a des résidences artistes et j'ai toujours eu un souci avec les résidences artistes. Parce que eh bien parce que je fais là où, en fait, je fais des choses suivant l'endroit où je suis posée, donc et ça me prend quand même du temps de digérer. Donc il ne faut pas que je bouge trop vite. Et ça, alors je me posais la question de savoir effectivement si demain je suis plongée dans la nature, qu'est-ce que je fais? C'est probable que je pensais notamment n'importe où, en Bretagne ou peu importe. Si je reste un an là-bas, certainement je ferai que des vues de ce que je vois. D'accord. Ça tient de l'environnement. De l'environnement, comme tu disais. C'est pour ça que quand j'ai déménagé, j'étais assez perturbée au début, parce que j'avoue que à Gare du Nord et Aubervilliers, c'était en permanence un théâtre. Hein. J'étais témoin d'un théâtre de vie extrêmement fort. Et alors, par rapport au travail lui-même en général, là, tu viens de traverser quand même un long moment uniquement de dessin. Oui. C'est-à-dire que la peinture, je ne l'ai pas vue à l'atelier, moi, depuis plusieurs... depuis 4 ans. Oui, j'allais dire plusieurs années. Enfin, j'en ai fait comme ça parce que j'ai eu des commandes, mais... C'est quoi? C'est
Et comment tu peux en parler de cette mise à côté de la peinture? Bon, alors c'était vraiment quelque chose d'un peu matériel. J'étais un peu fâchée avec l'encombrement de la peinture. Je suis agacée du fait que ça prenne de la place, du fait du problème marchand que ça pose, de l'économie. Le stockage? Ben, il faut savoir que la peinture, c'est quelque chose qui pose une économie. Ça coûte à la fois beaucoup d'argent, et ça en rapporte aussi, et ça met dans un flux, une certaine forme de flux. Et moi, je suis pour la plus grande légèreté. Alors j'aime le dessin pour ça, pour son économie de moyens, sa légèreté. Je vais refaire de la peinture parce que ça me manque, hein, et puis là je dois en faire. Donc, et qu'est-ce que la peinture t'apporte que le dessin ne te donne pas? Il y a un rapport physique plus violent, peut-être. Non, c'est pas vrai, parce que dans le dessin, je ne saurais pas répondre à cette question. Hein. Pourtant, je te l'ai posée. Non, c'est vrai que c'est fondamentalement différent. Pour moi, c'est un énorme effort, parce que justement, la peinture, on ne peut pas la traiter que par le trait. Donc, je dois trouver des solutions en permanence. Là, je suis assez curieuse d'ailleurs de voir comment je vais retrouver la peinture. Il n'y a pas une impatience en toi de vivre la peinture? Quand je la regarde, oui, des fois je m'énerve. Je me dis, mince, quand même, ça me manque. Oui. Donc bientôt, on va pouvoir la voir. Bon, ben, en attendant, on va aller voir le dessin donc au stand A15 chez Odile Huisman. Et bien voilà, je crois, tu as quelque chose d'autre à vouloir dire sur le dessin? Voilà. Des questions peut-être ici ou là, non? Pas de questions? Eh bien écoutez, merci de votre écoute et puis rendez-vous, donc je le répète, niveau haut comme on dit, au stand A15. Merci. Chez Odile Huisman. Merci bien.